On est toujours ensemble sur France 24. Bienvenue si vous nous rejoignez. On va plus loin avec Marc Semo, collaborateur à l'hebdomadaire Challenge et au journal Le Monde. Bonjour Marc. Bonjour. Et avec Gauthier Ribinski, chroniqueur international à France 24. Bonjour Gauthier. Bonjour Raphaël. Au sommaire, les agriculteurs en colère s'invitent au Conseil européen extraordinaire de Bruxelles. La Commission leur promet de réduire le fardeau administratif, alors que les 27 s'accordent par ailleurs sur 50 milliards d'euros d'aide à l'Ukraine, bloquée jusque-là par la Hongrie. Et puis le Hamas souffle le chaud et le froid sur les négociations en vue d'une trêve à Gaza, alors que pour la première fois, Benyamin Netanyahou dit travailler à obtenir une autre entente pour la libération des otages. C'est tout de suite, on va plus loin. On attendait un sommet 100% Ukraine. Ça a été le cas notamment, mais pas que. Comme tout bon Conseil européen, celui qui se déroule en ce moment à Bruxelles ne déroge pas à la règle, percuté à son tour par l'actualité, en l'occurrence la colère des agriculteurs. Ils se sont invités dans la capitale belge, venus de toute l'Europe, récoltant au passage cette promesse d'Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission. Je suis très sensible au message selon lequel les agriculteurs sont préoccupés par la charge administrative. Il s'agit d'un sujet global. Vous savez que cela me tient à cœur de réduire ces charges administratives. Nous allons donc travailler avec la présidence belge sur une proposition que nous présenterons avant le prochain Conseil agriculture pour travailler à la réduction de ces charges administratives. Alors, mardi déjà, la Commission avait lâché du lest sur les mises en jachère suspendues. Mais Emmanuel Macron appelle déjà ses partenaires à aller plus loin en réclamant un égalim européen, histoire de lutter contre le contournement actuel de la loi française par la grande distribution, qui passe par des centrales d'achat européennes. Et puis également une force européenne de contrôle sanitaire et agricole, un peu à l'image des 10 000 contrôles que Bruno Le Maire a annoncé vouloir conduire dans les supermarchés à l'échelle française. Marc Semo, la France a raison de vouloir jouer les aiguillons sur cette question de la souveraineté alimentaire en Europe, ou bien on a tort de vouloir finalement généraliser à nos partenaires ce qui nous importe à nous Français? Disons, la PAC est consubstantielle à l'Europe. Et la France a longtemps été la principale puissance agricole de l'Europe. Oui. Bénéficiaire. Alors, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Oui. D'ailleurs, on rappellera que un certain nombre de pays, grands comme l'Allemagne, qui ont une agriculture qui nous taille en partie des croupières, et plus petit, mais avec un encore plus dynamique en termes agricoles comme le Danemark ou les Pays-Bas, marque des points. Donc oui, bon, la France est dans son rôle. On voit mal pourquoi, à quelques mois des élections européennes, Emmanuel Macron se priverait d'une telle occasion d'affirmer que la France est... Avec le risque de ne pas être suivi, parce qu'un égalim européen, on n'est pas du tout... Il y a le risque de ne pas être suivi, et surtout, en France, il y a le risque d'énerver encore un peu plus les Verts, disons... tous les écolos qui, globalement, reprochent à la France de brader avec les réformes qu'il propose. La suspension, notamment à des phytos, donc sur effectivement la réduction et d'ici 2030 des phytosanitaires. Voilà, donc de brader ce qui était les grands acquis. Alors voilà, ce qui pose d'ailleurs un problème, et je finirai là-dessus, de tête de liste pour les élections européennes, parce qu'un certain nombre de gens qui auraient pu être les candidats naturels pour Renaissance à mettre en tête des européennes, type genre Pascal Canfin, par exemple, il est hors de question maintenant de les mettre en tête de liste parce que ça énerve les agriculteurs et voilà. Donc Macron est dans son rôle. Tout de même, le mouvement actuel, Gauthier, il montre bien que cette grogne du secteur agricole, elle est commune à l'ensemble des Européens. Oui, mais parfois... C'est pas simplement un problème bien français. sûr, mais parfois pour des raisons différentes. Il y a... comment dirais-je, vous le voyez bien, vous voyez bien la manière dont le mouvement, j'hésite encore de le qualifier comme tel, mais en tout cas tout ce qui est une forme d'esprit droitier en France n'a pas hésité tout de suite à sauter sur l'occasion pour dire ce que incarnent les agriculteurs et leur révolte et leur gêne et leur mal-vivre, c'est la substantifique moelle de l'identité française. Vous avez quantité d'éditorialistes ou d'aspirants éditorialistes qui ont écrit ce genre de choses. Et peut-être aussi que de ce fait-là, on ne se rend pas compte de la vraie misère, de ce que vivent certains, avec toujours, moi ce qui me frappe, un suicide tous les 2 jours, en France d'agriculteurs. Voilà, un suicide tous les 2 jours, et bizarrement,
qui, à part certaines confédérations ou certains mouvements syndicaux ou syndicats d'exploitants agricoles, mais minoritaires, qui met en cause la grande distribution, qui a une forme de pression productiviste et qui est parfois la cause de dérèglements, non seulement de dérèglements, mais aussi de trous en termes de revenus pour les agriculteurs. Oui, on voit aussi, alors vous dites effectivement c'est la droite en France qui soutient les agriculteurs, il y a un chancelier social-démocrate en Allemagne, Olaf Scholz, qui lui effectivement tient un discours très différent sur le Mercosur, par exemple, dont on sait qu'il est dans la ligne de mire aujourd'hui des agriculteurs français qui ne veulent pas d'un accord, mais pas que d'ailleurs les agriculteurs français. À l'échelle européenne, on craint beaucoup un accord de libre-échange qui ouvrirait donc le marché agricole français, notamment aux éleveurs sud-américains, brésiliens, argentins, et avec évidemment la crainte des antibiotiques et d'un certain nombre de pratiques. Olaf Scholz, lui, se dit grand fan de ce projet. Est-ce qu'il faut voir là une provocation ou est-ce qu'il privilégie simplement l'industrie allemande sur son agriculture? Parce qu'on sait que les agriculteurs allemands, eux aussi, ont pesté, alors eux plutôt contre les restrictions sur le diesel. Mais enfin, il y a eu aussi un mouvement. Oui, il y a eu un mouvement. Il y a un mouvement qui est d'autant plus surprenant qu'il n'est pas, qu'il a un caractère assez, disons, revendicatif, marqué, beaucoup plus marqué que d'habitude, en ce sens où, quand il y a des mouvements chez les agriculteurs allemands, il y a d'abord quelque chose qui relève évidemment de la négociation, et toujours on s'aperçoit que ce que réclament les personnes en question, c'est une anticipation de ce qui pourrait être grave par la suite. Or là, on a l'impression qu'on est le nez, effectivement, devant l'événement, devant ce que les agriculteurs considèrent comme grave, et que, si vous voulez, la position de Olaf Scholz, je ne suis pas persuadé qu'elle lui soit profitable, même si, d'une certaine manière, il fait du pied à la droite allemande, et à son ministre, Christian Lindner, le libéral, mais je ne suis pas certain, alors vous aviez raison de souligner qu'il est social-démocrate, parce que assez souvent avec Scholz, on se demande où est son aspect, où est sa qualité de social-démocrate. Olaf Scholz qui dit « Vive l'accord avec le Mercosur », ça vous surprend, Marc Semo? Non. C'est pas une provocation. En ce sens que Olaf Scholz est tout et son contraire, qu'il a une coalition cette coalition tricolore absolument impossible, que là effectivement il fait des gestes vis-à-vis de son ministre Lindner qui est libéral. Bon voilà, je pense que les Verts de la coalition vont être un peu énervés, mais bon voilà, c'est Olaf Scholz, mais c'est un des symptômes du mal allemand d'un pays dont tous les fondamentaux là sont quand même ébranlés par à la fois la fin de l'énergie pas chère, les problèmes d'exportation vers la Chine et des questions de sécurité en Europe, et qui se cherche avec un leadership de plus en plus absent et de plus en plus... évanescent. Voilà, évanescent et inaudible. Reste que ce sommet a permis de débloquer l'aide à l'Ukraine, 50 milliards d'euros jusque-là retenus par le Premier ministre hongrois. C'est Viktor Orban qui a finalement cédé dès le début de la réunion. Florent Renaud. Le blocage aura duré 2 mois. À Bruxelles, les 27 membres de l'UE sont enfin parvenus à s'entendre sur une nouvelle tranche d'aide de 50 milliards d'euros destinée à l'Ukraine. Un accord après seulement 1 heure de sommet. Malgré sa farouche opposition depuis des semaines, le Premier ministre hongrois Viktor Orban, proche du Kremlin, n'a pas mis ses menaces de veto à exécution, après avoir subi l'intense pression de ses partenaires européens. Aujourd'hui est en effet un jour très spécial. Le Conseil européen a reconfirmé l'engagement inébranlable de l'Europe aux côtés de l'Ukraine. Et je pense que ces 50 milliards d'euros sur 4 ans envoient également un message très fort à Poutine, juste avant le 2e anniversaire de son invasion brutale. Une enveloppe jusqu'en 2027, plus que bienvenue pour Kiev qui tente toujours de repousser l'envahisseur russe depuis maintenant 22 mois. Sur ces 50 milliards d'euros, 33 seront alloués à l'Ukraine sous forme de prêts, les 17 autres sous forme de dons. En contrepartie de son feu vert, Viktor Orban l'a dit sur ses réseaux sociaux, il a reçu l'assurance qu'aucun centime hongrois ne terminera entre les mains des Ukrainiens. Nous avons reçu une offre et nous avons finalement négocié un mécanisme de contrôle qui garantit l'utilisation raisonnable de l'argent. Et nous avons reçu la garantie que les fonds hongrois n'iraient pas en Ukraine. Pour Volodymyr Zelensky, cet accord arraché de haute lutte à Bruxelles est la preuve de la forte unité des 27. La contribution de l'UE, selon lui, à une victoire commune sur la Russie.
Emmanuel Macron l'assure, la Hongrie n'a pas eu de cadeau en contrepartie de l'aide à l'Ukraine. Qu'est-ce qu'il a fait céder, Gauthier? C'est l'échec de la stratégie du chantage permanent? Alors, c'est plusieurs choses. D'abord, il ne faut pas voir, ce qui ne diminue pas le caractère potentiellement nocif, et déjà nocif du personnage. Mais ce n'est pas très étonnant que Orban ne soit pas allé à l'affrontement, parce que d'abord, moi je crois qu'il a gagné pas mal, c'est-à-dire que des sommes qui, en principe, revenaient à la Hongrie, mais qui avaient été bloquées, finalement, ont été débloquées, alors que de son côté... En décembre déjà, mais il y en a encore qui sont bloqués. Alors, il a récupéré 10 milliards, il y en a 20 ou un peu plus. C'est ça. Mais si vous voulez, je pense qu'il ne faut pas griller tout pour ces cartouches pour la suite, parce qu'au fond, c'est comme ça qu'il tient d'une certaine manière l'Europe. Là où l'Europe a eu un levier vis-à-vis d'Orban, c'est que la Hongrie sera à la présidence de l'Union européenne, je crois que c'est en juillet. Oui, absolument, deuxième semestre. Et que là, ce qui lui a été dit de manière évidemment plus diplomatique, je vais le dire, c'est: on va te pourrir ta présidence. S'il le faut, on peut te pourrir ta présidence et tu paraîtras comme un pantin. Bon. Et puis, alors, là, c'est une remarque générale qui me semble importante. Quand vous entendez toute la mouvance souverainiste, qu'elle soit française ou autre, et qui vous dit l'Europe broie les nations, l'Europe foule aux pieds la souveraineté nationale. Vous voyez qu'avec cet exemple hongrois, il y a un certain nombre de blocages sur une affaire éminemment importante, qu'elle soit économique, politique, militaire, morale, éthique, et que la Hongrie arrive à être le caillou dans la chaussure, et que finalement elle n'est pas broyée, qu'elle a des marges de manœuvre. Alors, qu'il y ait eu un accord, c'est parce que je crois qu'il ne faut pas faire de Viktor Orban un héros idéologique du souverainisme. Voilà, c'est peut-être plus compliqué que cela. Mais en tout cas, c'est pour moi une des preuves, et il y en a beaucoup plus chaque jour, que cette machine européenne n'est pas si finalement fédéraliste qu'on le croit et peu respectueuse des souverainetés. Marc Semo, comment vous l'expliquez, vous? Qu'il ait cédé aussi vite finalement au début de la réunion, parce que tout était joué déjà? Oui, et puis Orban est à la fois un démagogue. Ce qui l'intéresse, c'est ses élections. C'est un conservateur assurément, mais c'est aussi un pragmatique. Donc il sait jusqu'à où il peut aller trop loin. Sur les questions de défense européenne, c'est loin d'être le pire. Alors oui, il a beaucoup changé depuis le temps de sa jeunesse, où il était un jeune dissident, etc. Mais en même temps, il n'a pas non plus totalement oublié ce qu'était le passé. Alors oui, il ménage la Russie. On dit très proche de Poutine. Hein. Voilà, il ménage la Russie, oui. Il était proche de Poutine, et voilà, mais bon, il sait aussi ce qu'est la Russie. Il n'est pas idiot. Et de ce point de vue-là, le Slovaque Robert Fico, qui vient de la gauche, lui, qui était longtemps au groupe socialiste, est un peu sur la même ligne. Oui. Donc, ce qu'il faut voir, c'est qu'ils n'ont pas tout à fait le même agenda. Ils ont d'abord un agenda de politique intérieure. Et en revanche, ce qui a été très important dans cet accord, c'est le signal qu'on envoie à l'Ukraine. Le seul problème, c'est qu'elle ne résout rien. Parce que 50 milliards, c'est bien, mais bon, c'est à la fois 33 milliards de prêts et 17 de dons, c'est peu. Et la vraie question, elle est qu'au même moment où on fait ce geste fort vis-à-vis de l'Ukraine, eh ben, on annonce qu'on arrivera à peine à livrer la moitié des obus promis cette année à l'Ukraine. Or, cette question des armes, cette question des munitions notamment, dans la guerre d'attrition qui est actuellement en cours dans l'Est ukrainien, est essentielle. Et là-dessus, les Européens n'ont toujours pas été capables de se mettre en mode économie de guerre. Je rappellerai juste que la Russie, c'est quand même le PIB de l'Italie. Elle a réussi à se mettre en économie de guerre, elle a réussi à produire des obus, alors soit aussi beaucoup de la Corée du Nord. Bon, l'Europe, qui a quand même un produit intérieur brut, si on met ensemble les 27, immensément plus grand, n'y arrive pas. Et donc c'est quand même ça le fond du problème. Ça souligne, Gauthier, aussi les difficultés rencontrées par Joe Biden aux États-Unis pour faire accepter par la Chambre à majorité républicaine une rallonge de 61 milliards de dollars en faveur de l'Ukraine. Alors, oui et non, parce qu'en ce qui concerne l'Europe, il y a ce que vient de dire Marc, il y a une incapacité, y compris chez des gens qui sont conscients du problème et de la
nécessité, ou en tout cas de la justesse d'aller dans le sens d'une économie de guerre. Là, aux États-Unis, je doute que dans l'opposition républicaine, il y ait beaucoup de représentants, enfin d'élus, qui soient conscients de ce qui se joue. Il y en a, bien sûr, évidemment, mais qui ait cette acuité dans l'analyse, puisque, si vous voulez, pour ceux qui se mettent derrière Trump, et on a conscience aussi que de plus en plus le font, pas uniquement par opportunisme, mais parce qu'il y a une véritable adhésion à ce que défend Trump. Et là, bien sûr, les difficultés sont soulignées, mais raison de plus pour que justement ceux qui, en Europe, perçoivent l'urgence de la chose soient beaucoup plus actifs. Je voulais juste d'un mot revenir sur quelque chose qui peut paraître un point de détail, mais qui pour moi ne l'est pas, c'est le fait qu'en Hongrie, on connaît aussi l'histoire et ce qui s'est passé avec les soviétiques, etc. Et là, il y a manifestement aussi un problème avec l'histoire ou dans l'enseignement de l'histoire, parce que vous avez, y compris dans les annonces que fait Orban et qui disent finalement la Russie n'est pas, la Russie n'est pas l'ogre que l'on croit, etc. Il y a une crédulité, il y a quelque chose, une naïveté qui en dit beaucoup sur la manière dont le passé est enseigné ou plutôt pas enseigné. Va-t-on assister d'ici ce week-end à une trêve à Gaza? Les pourparlers, en tout cas, se précisent. Nous travaillons à obtenir une autre entente pour la libération de nos otages, ainsi déclaré Benjamin Netanyahou, le Premier ministre israélien. Mais précise-t-il, pas à n'importe quel prix, alors que le chef du Hamas, Ismaël Haniyeh, était attendu aujourd'hui en Égypte pour des discussions. Claire Duhamel, que sait-on et comment réagit-on à Jérusalem où vous vous trouvez à propos d'un éventuel accord? Bonsoir. Oui, à l'heure actuelle, les Israéliens attendent toujours une réponse officielle du Hamas suite à cette proposition qui a été faite après ces négociations, ces discussions à Paris le week-end dernier. Le Hamas a dit à l'agence Reuters qu'ils étaient pour l'instant au niveau zéro des négociations, mais selon le Qatar qui a fait des déclarations, eh bien, ils auraient reçu une première confirmation positive du Hamas. Ça a été interprété à tort comme une bonne nouvelle. À Gaza, on a vu sur les réseaux sociaux des images de célébration de Gazaouis qui célèbrent ce qu'ils pensent être un cessez-le-feu, alors que pour l'instant, on le répète, rien n'est officiel. Les négociations seront encore longues. Dans le communiqué, par exemple, du ministère des Affaires étrangères du Qatar, nous pouvons lire « Nous espérons que dans les 2 prochaines semaines, nous serons en mesure de partager des bonnes nouvelles à ce sujet ». Alors, que dit la proposition au juste? Selon les informations qui ont fuité, Israël aurait donc proposé une pause dans les combats de 6 semaines avec une prolongation possible. Israël libérerait entre 200 à 300 prisonniers palestiniens qui ne sont pas détenus sous un régime de haute sécurité. En échange, 35 à 40 otages captifs à Gaza seraient libérés selon une source au sein du Hamas, c'est ce qu'il a dit au médiateur. Et puis au cours d'une deuxième ou d'une troisième phrase, Israël demanderait la libération des otages militaires ainsi que la restitution des corps des otages tués. En tout cas, en Israël, ces négociations pour un accord divisent profondément la société israélienne. Des ministres comme Bezalel Smotrich ou Itamar Ben-Gvir se sont prononcés en défaveur d'un accord avec le Hamas, et au sein même de la population, beaucoup d'Israéliens nous disent qu'ils refuseraient un tel accord s'il signifie la libération massive de prisonniers palestiniens. Vous restez avec nous, Claire Duhamel. Marc Semo, il joue gros dans cette affaire. Benjamin Netanyahou, il pourrait voir sa majorité éclater et donc son avenir à hypothéquer. C'est une des raisons pour laquelle il a systématiquement freiné pour tout accord pour la libération des otages. Entre autres, c'est pas la seule, mais c'est un des aspects. Alors effectivement, sa majorité peut éclater, elle est faible, et donc ça redistribuerait complètement les cartes, ça débloquerait beaucoup de choses, etc. Mais pour le moment, on n'en est pas là. Les Israéliens tiennent sur cette espèce de corde raide. Ça a été la thèse de Netanyahou. Les deux sont liés, c'est-à-dire la poursuite de l'offensive militaire et la libération des otages, parce que c'est la pression que l'on met sur le Hamas qui fera qu'il y aura un accord sur les otages. Le raisonnement est quand même assez bancal. Bon, là, la pression de l'opinion publique est telle que ils se sont obligés de plus en plus de faire des concessions. Alors, il a évoqué ces autres discussions. Je ne sais pas à quoi il fait allusion, mais ça peut être aussi une manière de torpiller cet accord qui, effectivement, là, est assez scandé. Alors, ça sera long, il y aura des détails. En plus, il y a Netanyahou qui, effectivement, craint pour la survie de son gouvernement et qui est tenté par le jusqu'au-boutisme. Il y a aussi le Hamas de Gaza qui n'a pas, de ce point de vue-là, la même ligne, la même stratégie que le Hamas du Qatar, avec Ismaël Haniyeh qui vient d'arriver au Caire, là, maintenant.
qui est sur une ligne beaucoup plus dure, qui exige un vrai cessez-le-feu total et qui exige le retrait de l'armée israélienne, qui sont évidemment des exigences qui ne peuvent pas être acceptées. Donc effectivement, pour le moment, on a quand même l'impression qu'il faudra encore pas mal de temps avant d'arriver à un vrai accord. Israël dit avoir démantelé le Hamas à Khan Younes, peut-être le signe qu'on n'a plus d'objectifs immédiats en vue à Gaza. Gauthier Ribinski, ce qui pourrait favoriser effectivement peut-être l'annonce d'une trêve côté israélien. Vous y croyez ou pas? J'ai plutôt tendance à croire l'inverse. C'est-à-dire que devant un certain nombre de difficultés opérationnelles, Israël se rabat parce qu'il faut de l'action. Dans l'esprit de Netanyahou, il faut donner quelque chose du grain à moudre, si je peux m'exprimer ainsi, parce que tout vide permettrait au fond de mesurer l'ampleur non seulement des dégâts, mais de ce que Netanyahou, de par non seulement ses conceptions politiques, sécuritaires, mais aussi ses problèmes, a causé. Donc je pense qu'il y a... parce que regardez quand même, on nous dit, dans la formulation des choses, on nous dit le Hamas étudie une proposition de trêve. Vous vous rendez compte, après des jours et des jours et des jours, des semaines de pilonnage, il y a encore des gens du Hamas pour dire écoutez, on ne va pas se presser, je vais étudier le plan de trêve. C'est quand même hallucinant. C'est hallucinant parce que, alors je rejoins ce que disait Marc, ça veut dire aussi qu'il y a une césure entre ceux qui ont encore dans l'idée un avenir pour le Hamas et qu'il faut se placer comme tel, c'est-à-dire en instance non seulement de dialogue, parce qu'ils essayent de passer pour tel, mais aussi de sanctions ou de césure en disant ça on n'en veut pas. Attendez, c'est quand même l'organisation qui a commis le 7 octobre, ce qui ne justifie pas ce que nous sommes en train de voir à Gaza, mais en tout cas l'objectif en tant que tel de Netanyahou qui était de dire on éradique, c'est-à-dire qu'on ne doit plus entendre la voix du Hamas, elle est ratée. Et donc peut-être, me semble-t-il, ce contournement par la question des otages, ce qui viendrait confirmer quelque chose qui est un changement de paradigme dont on a souvent parlé en Israël, c'est que la question des êtres humains, c'est-à-dire des Israéliens, qui était primordiale autrefois, enfin souvenez-vous de Gilad Shalit, le soldat franco-israélien, elle ne le serait plus aujourd'hui. En tout cas, les États-Unis haussent le ton face à leur allié Claire Duhamel. Joe Biden adopte une mesure pour sanctionner les colons israéliens accusés de violence à l'encontre de Palestiniens en Cisjordanie. Oui, et c'est une grande première dans la relation américano-israélienne. Joe Biden va signer aujourd'hui un décret. C'est la première étape vers des sanctions pour les colons israéliens radicalisés reconnus coupables de violence contre les Palestiniens. Lors de cette première étape, 4 colons seront visés. Ils ont été reconnus coupables de violence contre des Palestiniens en Cisjordanie. Ils seront donc interdits de séjour aux États-Unis. Leurs avoirs potentiels seront gelés. Anthony Blinken, le chef de la diplomatie, a commenté « Israël doit faire davantage pour mettre fin à la violence contre les civils en Cisjordanie et exiger des comptes à ceux qui en sont responsables ». Anthony Blinken qui est attendu en Israël dans les prochains jours pour sa 6e visite depuis le début de la guerre. Et puis en Israël, il y a bien sûr des réactions. Je cite, selon le communiqué du bureau du Premier ministre, la majorité absolue des colons de Judée-Samarie, qui est donc le nom de la Cisjordanie, sont des citoyens respectueux de la loi. Israël agit contre tous ceux qui violent la loi partout. D'autres pays, tels que la France, avaient annoncé instaurer des sanctions, sans plus de détails sur la nature de ces sanctions et sur les critères pour déterminer si un colon est jugé violent ou non. Merci Claire Duhamel à Jérusalem pour France 24. Cette décision américaine, elle marque un tournant. Marc Semo. Oui, il était temps. Il faut voir que depuis le 7 octobre, il y a eu plus de 300 personnes tuées en Cisjordanie par les colons. Il y a une explosion, ce qui est tout à fait compréhensible, des demandes de port d'armes, par dizaines de milliers. C'est aujourd'hui peut-être un des endroits les plus explosifs pour une métastase, une extension du conflit à Gaza. Bon, le sud Liban est d'une certaine façon contrôlé par un jeu où aussi bien le Hezbollah d'un côté que les Israéliens de l'autre font attention à ne pas aller au-delà d'un certain nombre de lignes rouges. La Cisjordanie, depuis des années, est sous pression, là plus que jamais en raison des violences qui ont été commises. Donc il y a un réel risque que ne s'embrase la Cisjordanie. Et c'est aussi pour cela que de la part des Américains, il est nécessaire, indispensable de mettre cette pression, de rappeler que ces colons
pour les forfaits qu'ils auront commis, ils auront à en rendre des comptes, qu'ils seront sous sanction, qu'ils ne pourront plus se rendre aux États-Unis, etc., etc. Au risque de voir l'extrême droite israélienne, d'une certaine manière, partir dans une course, une fuite en avant qui ne serait plus retenue, du coup, par l'allié américain. Oui, et avec cette hypothèse qu'on formulait tout à l'heure, c'est-à-dire que si, comme il le menace, Ben-Gvir et Smotrich quittaient le gouvernement, c'est à la fois un bien et c'est à la fois un mal, parce qu'il y a justement cette... qui n'est même pas une tentation, elle est actuelle. Quand Ben-Gvir dit que la meilleure des façons, c'est de déporter les Arabes, c'est le mot, déporter. Là, simplement, il y a quelque chose qui est peut-être une ruse de la vertu, on va dire, c'est que Biden, décidant ce décret, se rend dans le Michigan, je ne sais pas si c'est maintenant ou demain, où il y a une communauté arabe ou d'origine arabe qui est importante. Et là, il y a quelque chose qui peut le servir lui et qui tomberait, disons, au bon moment par rapport à ce décret. Alors vous me direz c'est de la politique personnelle, mais pourquoi pas? C'est peut-être aussi pour ça qu'il a fait le décret maintenant. Et ben voilà. Mais donc justement, c'est pour ça que je parlais de ruse de la vertu, parce que ça n'est pas forcément motivé par l'éthique, mais par la nécessité. Et ben, tant pis, on ne va pas faire le difficile. Ce qu'il y a aussi en filigrane, et ce qu'on sent monter de plus en plus, c'est que, y compris si Netanyahou perd sa coalition, donc des élections anticipées, etc., c'est la montée d'une conflictualité de plus en plus forte au sein de la société israélienne. Oui. Et ça, c'est la chose qui va peser ces prochains mois. C'est là que risque d'être un des épicentres du conflit. Merci beaucoup. Marc Semo, Gauthier Rybinski. On va plus loin, c'est terminé. Rendez-vous dans 4 minutes. African Corporation, un collectif RFI Talent. Découvrez Boniaté, le nouveau clip du tandem franco-sénégalais de Marseille, avec Kankou Kouyaté en invité. L'un des symboles de la ville, aujourd'hui totalement détruit. Cette crise humanitaire entretenue par ce blocus. Avant même l'annonce des tendances officielles par la commission électorale. Que la circulation est interdite. Une journée à haute tension pour les autorités italiennes. Avec une hausse des moyens de 4,5 milliards de dollars. In front of the publication of the day's newspaper,